Merci, professeur Bouziane, pour cette communication très riche, très intéressante et surtout toujours d'actualité. Et on passe aux questions. Je demande aux participants, aux gens qui assistent à notre congrès, de poser leurs questions, notamment ceux qui sont à distance sur Zoom et sur Facebook. La première question qui vous est adressée, elle est du docteur Soumia. Elle dit, si on donne une antibiothérapie pendant une semaine à un nouveau-né, est-ce que c'est irréparable? Est-ce que le microbiote est déséquilibré pour la vie? Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la SPO, au comité d'organisation, de m'avoir invité pour parler. Donc, je suis toujours heureux d'être parmi mes collègues et mes amis pour intervenir dans les congrès de la SPO. Et donc, pour revenir à cette question qui est très intéressante, effectivement, il y a un phénomène qui existe chez tout le monde, que ce soit chez le nouveau-né ou chez l'adulte, qui est celui de lorsqu'on prend à chaque fois un antibiotique ou un autre médicament, on risque d'avoir une dysbiose, c'est-à-dire notre microbiote est perturbé. Mais Dieu merci, cette perturbation, au bout de 3 mois, en moyenne, le microbiote va recouvrir à son état normal. Donc il va retourner à son état normal. Donc ce n'est pas très très grave que l'on prenne des antibiotiques pendant une courte durée, heureusement. Le problème est que si on répète la prise d'antibiotiques à chaque fois, si on prend trop souvent des antibiotiques, eh bien ce microbiote intestinal ne va pas recouvrir sa forme normale, et donc il peut y avoir une dysbiose qui sera cette fois-ci définitive. C'est le cas de tout le monde. Le deuxième problème, rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est une véritable fenêtre d'opportunité. En d'autres termes, si vous prenez des antibiotiques à un âge adulte, ça ne va pas avoir la même gravité que chez le nourrisson. Donc, prendre des antibiotiques pendant une semaine, ce n'est pas la fin du monde, puisqu'en d'autres termes, le microbiote intestinal va retrouver sa densité et sa composition normale, à condition de ne pas trop le répéter. Vous avez bien vu l'étude qui a montré que si on prend trop des antibiotiques sur une longue durée, bien, il peut y avoir des conséquences ultérieurement, notamment l'allergie, l'obésité, les miquilles, etc. Merci, professeur Bouziane. On reste toujours dans le nouveau-né et je vous poserai une question, une interrogation sur le microbiote et l'enfant né par césarienne. Que peut-on proposer à cet enfant dans le cadre préventif ou de traitement, si je peux dire ça, en dehors de la prévention pour échapper à la césarienne? D'abord, c'est l'allaitement maternel. Une mère, même si elle est née, même si l'enfant est né par césarienne, l'allaitement maternel n'est pas impossible. Donc il faut le favoriser de la façon la plus énergique possible. Et donc je rappelle tout simplement qu'on ne commence pas l'allaitement maternel à la naissance. L'allaitement maternel doit être préparé. Donc il faut préparer les mamans, les mamans donc à allaiter au moins psychologiquement. Maintenant, si c'est impossible d'allaiter, eh bien il faut absolument avoir recours à des formules qui, justement, ont cet effet de favoriser le microbiote intestinal. En d'autres termes, soit des formules qui contiennent des probiotiques ou des prébiotiques et qui sont actuellement disponibles dans notre pays. Et donc, ça nous permettra, dans tous les cas, d'éviter l'émergence d'une dysbiose qui, ça se peut. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que même les enfants qui sont nés sous césarienne, vont avoir au bout de 3 à 4 mois un microbiote intestinal qui ressemble à celui d'un enfant qui est né par voie basse. C'est normal, donc ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir gardé leur dysbiose toute la vie. Le problème, c'est que pendant cette période précoce, les 3 à 4 premiers mois, ils risquent d'avoir des problèmes. Et donc c'est pour ça qu'il faut leur favoriser absolument l'émergence d'une flore dominée par les bifides. Voilà. La parole, Merci, mon ami Karim.
pour cet excellent exposé et qui est toujours d'actualité. Et je voudrais juste avoir ton avis sur le rôle de la supplémentation de certains laits par ces probiotiques dans le traitement et dans la prévention des coliques du nourrisson. Voilà, dans le même ordre d'idée. Oui, je te remercie pour cette question. Effectivement, donc le rôle maintenant, c'est-à-dire d'une intervention nutritionnelle dans le traitement des troubles, d'une façon générale, des troubles fonctionnels gastro-intestinaux, et notamment les coliques, les fameuses coliques du nourrisson, mais aussi les régurgitations, qui sont les coliques. Donc là, et je m'adresse à vous, chers confrères, surtout dans le domaine qui font face à ces nourrissons-là, très difficiles à traiter, et notamment les probiotiques sont d'un apport vraiment d'une grande aide, et notamment donc le Lactobacillus reuteri. Et donc il a été démontré que justement l'ajout de Lactobacillus reuteri apporte un bénéfice, surtout dans les coliques. Il améliore donc la vidange gastrique, donc il permet d'avoir moins de régurgitation, mais il a été prouvé, de nombreuses études ont été prouvées aussi, qu'il diminue donc les épisodes de cris, d'irritabilité chez ces enfants-là qui sont sujets à des coliques. Donc il est tout à fait intéressant, soit de donner chez un enfant qui, bien sûr, qui n'est pas allaité. Il est hors de question d'arrêter un allaitement maternel pour donner des formules enrichies en probiotiques si l'enfant a des coliques. Donc, je dis bien que chez des enfants qui sont sous allaitement mixte, ou bien sous allaitement exclusif, donc l'apport de probiotiques de type Lactobacillus reuteri peut être un apport bénéfique pour la prise en charge de ces coliques. Oui. Il y a une autre question chez vous. Question pour le professeur Bouziane. Y a-t-il un risque concernant les probiotiques, concernant les prématurés? Y a-t-il un risque pour les prématurés? C'est une excellente question, oui. Donc là aussi, le prématuré, donc c'est vraiment un être particulier de par son extrême immaturité digestive, fonctionnelle, sur plusieurs plans. Donc, et effectivement, le risque se pose des probiotiques. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas, c'est une classe à part. Donc, raison de plus, il faut assurer surtout le lait maternel. Ceci dit, ça n'en empêche pas. Il y a des essais, beaucoup d'études qui ont montré des effets bénéfiques des probiotiques effectivement chez le prématuré, mais là aussi, étant donné que c'est une classe particulière, il faut absolument favoriser l'allaitement maternel. Question, et celle-là c'est la mienne. Peux-tu nous faire un balayage sur les répercussions cliniques de la dysbiose? Notamment ce qu'on entend parler beaucoup récemment du syndrome de fatigue chronique. Et vous avez cité tout à l'heure les répercussions de la dysbiose sur le métabolisme des vitamines comme la vitamine B12, la vitamine C. Est-ce qu'on trouve ça chez l'enfant? Un petit balayage, je sais que c'est immense comme question. Oui, effectivement, il y a beaucoup à dire. D'abord, il faut distinguer ce qui nous intéresse en tant que pédiatre et surtout à l'établissement du microbiote très tôt dans la vie, c'est-à-dire c'est la dysbiose qui peut entraîner des effets non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Et il existe aussi, n'oublions pas, une dysbiose chez l'adulte qui peut, elle aussi, un adulte qui prend beaucoup d'antibiotiques peut attraper aussi des maladies. D'accord? Donc, celle qui nous intéresse au plus haut point, c'est-à-dire celle qui peut être générée très tôt dans la vie, eh bien, d'abord, c'est un très large spectre de pathologies. Les premières peuvent survenir très tôt dans la vie, notamment les pathologies aussi graves que qui est connue par l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Et d'ailleurs, là, il y a beaucoup d'essais qui ont montré que l'utilisation, par exemple, de HMO
peut prévenir, chez le prématuré, hein, peut prévenir l'installation, mais c'est ce qui explique pourquoi il y a moins d'entérocolites chez l'enfant allaité que par rapport à l'enfant sous allaitement artificiel, tout simplement par l'intermédiaire justement des HMO et de la bonne modulation du microbiote. Donc, immédiatement, c'est les infections, c'est l'entérocolite, les maladies inflammatoires graves du nouveau-né, c'est les infections, un déséquilibre. Il y a par exemple les infections par Campylobacter jejuni. Donc, il y a une exposition aux infections. Et parce que c'est aussi ce qu'on appelle une entité pathologique, nosologique, qu'on appelle un état d'inflammation chronique au niveau de l'intestin. Vous savez que quand il y a une dysbiose, il y a l'installation d'une inflammation intestinale, même chronique, hein, même s'il n'y a rien, elle n'est pas, d'un point de vue clinique, elle n'est pas évidente, elle n'est pas, c'est-à-dire patente, mais elle existe, elle est là. Et donc, cette inflammation chronique va générer à bas bruit, donc c'est une véritable inflammation intestinale à bas bruit, qui va générer des processus inflammatoires, même à long terme. Donc, ça va entraîner non seulement des anomalies intestinales qui vont être à l'origine de maladies ultérieures, hein, par exemple les MICI, mais aussi de problèmes à distance, tels que dans le cas de l'axe intestin-microbiote-cerveau, et donc des troubles cognitifs, des troubles de l'apprentissage, etc. Donc, dans la période, et le troisième chapitre qui est le plus aussi, c'est celui des allergies. Les allergies, hein, si vous vous rappelez la marche de l'allergie, apparaissent très tôt dans la vie, que ce soit les allergies cutanées, respiratoires, etc. Plus tard dans la vie, c'est les MNT, les maladies non transmissibles, c'est l'obésité, c'est le syndrome métabolique, c'est les MICI, d'accord? Donc, voilà, donc c'est tout un panel et on ne connaît pas encore toute les pathologies qui peuvent survenir. Professeur Bouziane, je te passe la parole. Oui, très bien, merci. Karim, les experts en nutrition, actuellement, ils ne sont pas d'accord pour l'utilisation des probiotiques à tort et à travers. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les doses, on ne connaît pas le schéma, la durée, et ils insistent uniquement sur les probiotiques qui ont donné leurs preuves dans des études solides. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une excellente remarque, là aussi, parce que ça ne veut pas dire, d'abord, l'effet probiotique. Je vous rappelle que c'est des germes vivants qui doivent traverser la barrière gastrique, donc ils doivent survivre à l'acidité intestinale, d'accord, qui est quand même un milieu très agressif et qui doivent arriver intacts au niveau du côlon. Donc, c'est déjà l'une des premières conditions. Donc, l'effet probiotique, c'est un effet souche, donc ça dépend du type de la souche. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un probiotique a démontré un effet bénéfique que tous les probiotiques ont cet effet bénéfique. Et donc, tu as bien fait de dire qu'il faut donner des probiotiques à condition que ça soit bien étayé par des essais thérapeutiques, par des essais. Donc, et il faut viser des effets thérapeutiques ou des effets bénéfiques si ça a été démontré. Il y a aussi l'effet quantité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va donner une petite quantité, il faut que ça passe au niveau de l'intestin. Il y a aussi des effets d'autres, tels que la physiologie de l'hôte, la génétique de la bactérie, etc. Donc, effectivement, il ne faut pas donner tout probiotique et dire, voilà, ça va améliorer la dysbiose, ça va. Non, il ne faut pas s'amuser à ça. Il faut donner les probiotiques qui ont eu un effet démontré. Et c'est pour ça que je vous ai cité. Maintenant, les effets probiotiques qui sont connus, c'est le Lactobacillus reuteri, le DSM, parce qu'il y a eu beaucoup d'études. Il y a les lactobacillus, les autres lactobacillus, il y a les bifidobactéries. Ce qui est maintenant ce qu'on appelle les probiotiques de deuxième génération qui vont arriver, c'est-à-dire ils ne vont pas faire appel à ces probiotiques qui sont d'origine alimentaire, mais ils vont faire appel maintenant de plus en plus à des probiotiques qui ont pour source le microbiote intestinal. En d'autres termes, on va sélectionner ces véritables bactéries qui existent dans le microbiote intestinal du nourrisson et on va essayer de les inoculer, cultiver, de les inoculer de façon à ce qu'ils apportent l'effet bénéfique, non seulement prébiotique,
sur les bifidobactéries, mais aussi sur l'apprentissage de l'immunité, etc. Donc, ce sont les probiotiques du futur. On n'est pas encore là, mais certainement que ça va venir. Question. Une autre question sur Zoom et je passerai la parole au docteur Kabouya. Que pensez-vous du caractère symbiotique et synergique des HMO? Un HMO isolément utilisé peut-il apporter les mêmes bénéfices sans le reste des autres HMO? Oui, là aussi, c'est une bonne question. N'oublions pas qu'il existe 200 HMO qu'on a jusqu'à maintenant. Vous savez, les HMO, ils sont connus depuis plus de 100 ans. Le problème, c'est que, enfin, pas le problème, c'est qu'on est arrivé à les synthétiser que récemment. Ils ont mis dans des formules que ça fait une dizaine d'années. Voilà. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'on ne pourra jamais reproduire les HMO maternels en tant que quantité et qualité. Il est impossible de mettre 200 HMO dans une formule. Donc, tout le challenge est là. Choisir le HMO le plus prédominant et celui dont les effets sont connus. D'accord? C'est pour ça que maintenant, on va ces HMO, les 2FL, les LNNT, mais aussi d'autres sialylactose sont mis dans des formules. Bien sûr, tous les effets bénéfiques ne vont pas être réalisés. Donc, si on arrive à voir qu'un effet prébiotique, c'est déjà pas mal. Mais aussi, il y a d'autres effets, parce que les HMO peuvent intervenir sur le cerveau, sur les voies respiratoires, sur la protection respiratoire contre les infections respiratoires. Il y a pas mal de choses. Donc, si on arrive à voir déjà que l'effet prébiotique, grâce à des HMO qu'on arrive à mettre dans les formules artificielles, c'est déjà pas mal. Mais on ne pourra jamais mettre 200 HMO dans une formule, c'est impossible. Et tout simplement parce que les HMO sont difficiles à fabriquer. Ne l'oublions pas. Donc, il faudra sélectionner quels sont les plus pertinents, quels sont les plus intéressants, et donc les mettre dans des formules pour avoir un effet bénéfique. Merci beaucoup, professeur Bouziane. Une question du docteur Kabouya présent avec nous dans la salle. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci professeur Bouziane pour cette communication excellente. Seulement, je vais essayer de mettre une touche plutôt pratique. On sait que la dysbiose, c'est le résultat d'un accouchement non naturel, d'un allaitement non naturel et d'utilisation itérative d'antibiothérapie, ce qui va provoquer une dysbiose. On connaît les conséquences de cette dysbiose. Ça va dès la naissance. Tu as cité, par exemple, l'entéropathie ulcéro-nécrosante, les coliques persistantes, des coliques inconsolables. On a de plus en plus de coliques inconsolables. Ça, pour quelqu'un qui a derrière lui 40 ans de métier, donc il sait de quoi il parle. On n'avait pas ce genre de coliques. Là, maintenant, on les a. Les phénomènes allergiques, rhinite allergique, allergie alimentaire, tout d'abord, on a plus d'APLV qu'auparavant, ça c'est clair. Absolument. Changement de physionomie d'APLV, on est passé d'une forme à 3 formes maintenant. D'accord? Le diabète plus précoce, d'accord? Des obésités, etc. Donc, je te donne toutes les conséquences qu'on voit et que j'ai vu venir. Et les Mickey précoces, les Crohn à 6 mois. Tout ça est probablement le résultat d'une dysbiose. Question. Est-ce que tu penses qu'en donnant, en enrichissant simplement les laits par des probiotiques, qu'on va remédier à ce que les anglo-saxons appellent le programming? Mon ami Karim va répondre en 2 minutes parce qu'il reste 2 minutes. Oui. Certes, la réponse est courte. Certainement, non. Ce n'est pas en ajoutant des prébiotiques dans le lait maternel que si c'était aussi simple que ça fait longtemps qu'on se serait débarrassé de toutes ces maladies. Donc, il faut changer tout l'environnement. Il faut améliorer l'environnement parce que c'est l'alimentation, c'est la respiration, c'est la pollution, c'est les facteurs qu'on retrouve dans le plastique, les modificateurs les dénaturateurs endocriniens. Donc, c'est un plus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est certainement pas en apportant. Ça va améliorer, certes, mais il faut jouer sur plusieurs plans. Donc, ça va être une action médicale, ça va être une action sociale, ça va être une action industrielle, ça va être une action éducative au plan général.
Merci, merci. Merci, professeur Bouziane, pour votre participation.